Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Evelyne Josse. Ici c'est Fanny de Psyformed. Alors aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec Evelyne pour nous parler aujourd'hui spécifiquement de l'EMDR. Alors je vais commencer par introduire brièvement qui est Evelyne. Donc Evelyne est psychologue clinicienne, elle est formée à l'hypnose ericksonienne, à l'EMDR, également à la thérapie brève. Elle exerce en libéral et elle est également chargée de cours à l'Université de Lorraine et formatrice en psychotraumatologie, hypnose dans des écoles privées et à l'université. Alors, Evelyne a également une expérience de terrain, notamment auprès d'ONG et dans le cadre de crises sanitaires, comme sur les crises Ebola en Afrique. Evelyne, merci une fois encore de participer à cet échange de savoir et de bonnes pratiques avec Psyformed. Aujourd'hui, tu veux nous parler, je pense, de MDR. Je te laisse prendre la parole et nous dire ce que tu as envie de nous partager à ce sujet. Bonjour à toutes, et donc je vais partager, et à tous, je vais partager mon écran. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Oui, tu peux le mettre en plein écran. Voilà. Ce sera nickel. Donc, nous allons effectivement parler de l'EMDR. Qu'est-ce que ça signifie EMDR? C'est un acronyme, c'est l'acronyme de Eye Movement Desensitization and Reprocessing, qu'on traduit en français par désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux. On verra qu'aujourd'hui, on n'utilise pas uniquement le mouvement des yeux, j'en parlerai plus tard. Alors, le mythe fondateur, c'est Francine Shapiro. Francine Shapiro, en 1979, elle termine ses études, elle s'apprête pour une carrière littéraire et elle apprend à ce moment-là qu'elle est atteinte d'un cancer. Alors, elle guérit de ce cancer, mais les médecins ne peuvent pas lui promettre que la maladie ne va pas revenir. Du coup, elle s'intéresse évidemment à la maladie et à ses liens éventuels avec le stress et avec ce qui se passe dans le cerveau, avec l'activité mentale. Ça l'amène à se diriger vers des études de psychologie. Elle présente sa thèse doctorat, qu'elle réussit bien évidemment, et elle rejoint le Mental Research Institute de Palo Alto en Californie. Et donc, malheureusement, elle nous a quittés en juin 2019. Alors, comment est né l'EMDR? Je vais d'abord parler de l'EMD, puisqu'on va d'abord, dans un premier temps, parler de l'EMD. Eh bien, Francine se promène en 1987 dans un parc, elle a des soucis, donc elle est préoccupée, elle pense à ses soucis, et ce qu'elle remarque, c'est qu'en fait, petit à petit, l'intensité émotionnelle de ses soucis, de ses pensées diminue. Or, quand on pense à des soucis, bah, ça a plutôt tendance à augmenter. Hein. Si on pense aux problèmes qu'on a de décrochage scolaire avec notre adolescent, plus on va y penser, plus on va sentir l'angoisse, la colère, etc. monter. Et là, c'est l'inverse qui se produit. Donc, évidemment, c'est une chercheuse, ça n'est pas complètement un hasard. Elle se rend compte que, en fait, ses yeux effectuent des mouvements rapides de gauche à droite. Alors, je dis c'est pas un hasard parce que, évidemment, comme c'est une chercheuse, elle est observatrice. Et elle fait donc le lien entre ces mouvements des yeux et le fait que ses pensées deviennent moins bouleversantes. Elle va très rapidement expérimenter sa découverte, d'abord sur des amis, puis après sur des collègues et des patients. Et là, elle va introduire le mouvement des yeux grâce au doigt. Donc, elle va demander aux personnes de suivre son doigt. Elle a d'abord essayé de leur sang et elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était pas si facile que ça pour les personnes d'effectuer spontanément des mouvements d'yeux de gauche à droite et que c'était plus facile de suivre les doigts. Et petit à petit, elle va construire un protocole structuré de traitement. Et ce protocole, elle va le tester fin 87, donc quelques mois à peine après sa découverte, avec 22 personnes victimes de viols, de violences et de violences de guerre. Elle va constituer deux groupes. Un groupe, elle va simplement demander de raconter ce qui leur est arrivé et dans le deuxième groupe, elle va demander ce qui leur est arrivé, mais elle va appliquer le protocole que je vais expliquer tout de suite. Dans ce protocole, elle demande la cible, c'est-à-dire elle demande d'identifier l'image perturbante du souvenir négatif, la plus perturbante ou la plus représentative. Ensuite, elle va demander la cognition négative, c'est-à-dire la pensée négative que la personne a sur elle-même, qui était vraie au moment de l'événement et qui l'est toujours aujourd'hui.
Par exemple, si une personne a été victime de violences sexuelles, elle peut encore aujourd'hui, des années plus tard, penser « je suis sale ». Donc c'était vrai à ce moment-là et ça continue à résonner comme vrai aujourd'hui. Ça peut être par exemple « je ne vaux rien, je ne maîtrise rien, je suis faible ». Et elle va demander aux personnes d'évaluer sur une échelle la perturbation de ce souvenir. Quand ils y pensent, à combien c'est perturbant sur une échelle de 0 à 10, donc c'est une échelle subjective, on l'appelle Subjective Unit of Distress. Donc, elles vont évaluer comme on le fait aussi en thérapie comportementale et cognitive. Et puis, elle va demander la cognition positive, c'est-à-dire par quelle pensée positive les personnes aimeraient remplacer la cognition négative. Par exemple, si c'est je suis en danger, ça pourrait être c'est fini, c'est du passé maintenant. Ça peut être si je ne vaux rien, j'ai de la valeur, j'ai de la maîtrise, j'ai fait du mieux que j'ai pu, j'ai réussi à rester en vie, etc. Et elle va leur demander à combien cette cognition positive est vraie aujourd'hui quand ils y pensent maintenant, sur une échelle qui est graduée de 1 à 4 et qu'on appelle Validity of Cognition, donc la validité de la cognition. Et puis elle va effectuer, donc avec ce deuxième groupe, des mouvements oculaires de gauche à droite. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que dans le groupe qui a reçu le protocole EMDR, il y a un niveau d'anxiété qui est abaissé, la symptomatologie est diminuée. Et donc là, c'est, je dirais, ce qu'on appelle la désensibilisation en thérapie comportementale et cognitive. C'est-à-dire que toutes les émotions, si tu veux, ont retrouvé un niveau plus bas. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que cette croyance positive sur soi-même s'est peu à peu installée et a remplacé la cognition négative. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une restructuration cognitive. On est plus que dans la désensibilisation. Non seulement les symptômes diminuent, mais la personne pense à son trauma autrement. Ces résultats, on verra qu'ils sont maintenus dans le temps. Et puis, bien sûr, elle ne va pas laisser le premier groupe en plan comme ça. Eux n'ont aucune modification de leur symptomatologie. Elle va donc prendre ce deuxième groupe, elle va appliquer le protocole EMDR et on verra que, tout comme le groupe précédent, eh bien, on obtient les mêmes résultats, donc une diminution des symptômes et un changement positif au niveau de la manière dont ils conçoivent l'événement qui leur est arrivé. Et donc là, c'est évidemment le début d'une grande aventure et c'est pour ça que EMD va devenir EMDR parce qu'on va y ajouter la phase de retraitement avec cette cognition positive. Donc, on est plus simplement dans une technique d'exposition comme ça a été appréhendé dans un tout premier temps avec le MDR. Alors, comme je l'ai dit aussi, la technique a évolué par rapport à ce qu'on appelle les stimulations bilatérales alternées. Donc, les mouvements des yeux, c'est bien bilatéral puisque ça passe d'un œil à l'autre. Et donc, maintenant, on utilise aussi d'autres types de stimulation. On a conservé le terme de EMDR, c'est un peu comme le Coca-Cola. Il y a beaucoup d'années qu'il n'y a plus de noix de cola dans le Coca-Cola, mais c'est une marque commerciale qui était connue au moment où on a retiré les noix de cola, on a conservé le nom de Coca-Cola. C'est un peu la même chose pour le EMDR, c'est-à-dire que le EMDR était déjà connu finalement quand on a commencé à vraiment installer d'autres types de stimulation bilatérale et donc on a conservé le terme de MDR, même si maintenant c'est un peu limitatif comme désignation. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est les tapotements, ce qu'on appelle le tapping ou les tapotements. Donc, on tapote sur les genoux du patient ou sur le dos des mains ou sur les épaules du patient. On peut aussi utiliser un petit appareil qui s'appelle le TAC-scan. Donc, soit on met les écouteurs qui délivrent des sons alternatifs d'une oreille à l'autre, soit le patient peut prendre ces espèces de petites pelotes en main et qui donnent aussi des vibrations alternées. Alors, on considère par rapport à la recherche que les stimulations visuelles seraient peut-être un peu plus efficaces. Moi, je dirais que ça dépend vraiment des patients. Il y a des patients, ça ne marche pas très bien parce que ça leur donne des nausées de suivre les doigts ou parce qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur l'image de leur trauma. Et en fait, bon,
ces personnes parfois simplement de fermer les yeux et on fait du tapotement et après le processus se déclenche. Donc, je crois qu'il faut un petit peu voir au cas par cas. Et est-ce que j'ai le sentiment quand tu le décris ici, que c'est toujours des stimuli externes qui sont utilisés, c'est le thérapeute qui tape de manière alternative sur les cuisses ou sur les épaules, ou bien c'est quelque chose qu'on doit suivre de l'extérieur. Si le patient tape lui-même sur ses mains, enfin sur ses cuisses droite, gauche, gauche, ça fonctionne aussi, ou bien il vaut mieux que ce soit un stimuli externe? Non, on peut le faire effectivement aussi. D'ailleurs, par exemple, maintenant avec le Covid, on doit parfois faire des séances à distance. Donc, on peut demander, par exemple, aux patients de tapoter effectivement sur ses genoux. On peut aussi avoir des personnes qui, dans un premier temps, ont des difficultés à ce qu'on rentre dans leur sphère, hein, dans leur bulle. Donc, ils ont du mal à ce qu'on se rapproche. Il faut quand même être assez proche pour faire les mouvements des yeux ou pour le tapping, c'est trop insupportable pour eux. Eh bien, on peut leur demander aussi, par exemple, de faire eux-mêmes ces tapotements. Ok. D'ailleurs, ça fait partie d'une phase de test. Hein. Ce qui est recommandé maintenant, c'est que les personnes, on teste avec elles quelles sont les stimulations qui sont préférables pour elles, celles avec lesquelles elles se sentent le plus confortables, celles qui fonctionnent le mieux. Alors, l'EMDR, c'est prouvé, je dirais, scientifiquement qu'elle est efficace depuis 1989, donc depuis la fameuse première étude de Shapiro de 87, donc qui a été éditée en 1989. Seule une de ces études a été menée par Shapiro. Il y a vraiment énormément d'études. Je pense que c'est vraiment la méthode thérapeutique la plus étudiée au monde, et donc on a vraiment des études contrôlées, indépendantes, qui sont menées dans le monde entier et qui prouvent vraiment l'efficacité de l'EMDR. Alors, son efficacité est reconnue sur le traumatisme psychique. Donc, en EMDR, on parle souvent des traumatismes avec un grand T et des traumatismes avec un petit t. Donc ici, les traumatismes avec un grand T, c'est les catastrophes naturelles, les conflits armés, les agressions, les accidents, les opérations chirurgicales, les brûlures. Donc, sur tous ces phénomènes-là, il y a eu des études qui montrent l'efficacité de l'EMDR à 80%. C'est-à-dire qu'on a 80% de guérison. C'est énorme. Je crois qu'il y a à peu près aucune thérapie qui peut se prévaloir d'une telle efficacité. On peut comparer cette efficacité aux antibiotiques dans le traitement d'une pneumonie chez les patients hospitalisés, ce qui est énorme. Parce qu'évidemment, rien ne marche à 100%. Et quand tu dis ça fonctionne sur les traumatismes et on a 80% de guérison, ce qu'on considère comme étant une guérison dans les traumatismes, c'est quoi? C'est la disparition des symptômes invalidants. Tu parlais dans une autre capsule du coup de tout ce qui est flashback, réactivation vraiment physiologique très importante, les pensées intrusives. Rumination mentale sur le trauma, images intrusives sur le trauma, conduite d'évitement. Par exemple, tu as un accident, tu ne veux plus monter dans une voiture, ou tu ne veux plus aller sur l'autoroute parce que c'est arrivé sur l'autoroute. Donc, il n'y a plus ces conduites d'évitement. Aussi, toutes les cognitions et les émotions négatives persistantes. Donc, les gens qui sont traumatisés souvent ont des difficultés à se réjouir, à se sentir bien, à éprouver des émotions positives. Et au contraire, ils sont plutôt dans la tristesse ou la colère ou la rancœur ou la terreur, etc., qui durent, donc des émotions négatives qui durent, ou des cognitions sur eux-mêmes. Par exemple, je suis foutu, je ne serai plus jamais le même, on peut faire confiance à personne, le monde est tout à fait dangereux. Et donc, toutes ces cognitions qui sont durables, eh bien, on voit qu'elles disparaissent en cas de guérison. Hein, tout ça, ça mente. Oui, donc c'est vraiment, donc c'est tout le pool de symptômes qui sont vraiment spécifiques au traumatisme, mais aussi, du coup, dans ce que tu dis ici, c'est aussi potentiellement des symptômes secondaires ou des comorbidités comme une dépression qui pourrait venir s'enquister sur base d'un traumatisme parce que la personne reste avec des pensées négatives sur elle-même et qu'il l'invalide psychiquement au long cours, quoi. Tout à fait. C'est sur les deux pôles. Ok. Intéressant. Alors, le MDR est reconnu pour ce traitement des traumas un peu partout dans le monde par des instituts très reconnus. Je vais citer par exemple pour les États-Unis l'American Psychiatric Association, c'est eux qui font le DSM, hein,
que beaucoup de psychologues connaissent. En France, par exemple, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche, et last but not least, au niveau mondial, on a l'Organisation mondiale de la santé qui, depuis 2013, préconise le MDR pour les troubles psychotraumatiques, aussi bien chez les enfants que chez les adultes, comme traitement de première intention. Donc ça, c'est une grande reconnaissance. Alors, on connaît surtout le MDR pour les traumatismes parce que, effectivement, on a d'abord utilisé le MDR sur les traumatismes. Depuis, on a fait de nombreuses études, des études scientifiques qui ont montré aussi l'efficacité de l'EMDR sur le deuil, les phobies, les attaques de panique, les dysfonctions sexuelles, les dépendances, les troubles dissociatifs, les anxiétés de performance, les troubles somatoformes. Mais aujourd'hui, on utilise le MDR pour d'autres problématiques encore. On aura tout à l'heure l'occasion d'en reparler. Et si je peux me permettre juste sur cette slide-ci, c'est intéressant, je trouve, quand tu montres aussi les autres types de thématiques ou de difficultés sur lesquelles le MDR peut être efficace. Est-ce que c'est correct si je dis que, je pense que c'est ce que tu as un peu dit tout à l'heure, le MDR, on peut le considérer comme un outil qui vient vraiment appuyer sur des processus émotionnels. Tu parlais d'exposition tout à l'heure, se réexposer à une scène traumatique, mais en diminuant la charge émotionnelle. Et si je comprends bien, le tapotement ou les mouvements bilatéraux des yeux favorisent ce principe d'exposition et de diminution de la charge émotionnelle. Plus tu parles de restructuration cognitive, parce qu'on vient activer un peu ces pensées antidotes qui sont du coup qui viennent à la place des cognitions négatives. Donc c'est vraiment ces deux types de processus qui sont activés par le MDR. Tout à fait. Ce que j'imagine qui est très commun du coup aux autres types de thérapies qu'on fait dans les deuils. Tu mettais sur ta slide précédente les deuils, les phobies, les attaques de panique, les dysfonctionnements sexuels, etc. Mais où peut-être le MDR est une stratégie peut-être qui permet de mobiliser encore plus rapidement ces composantes-là d'exposition et de restructuration cognitive dans un cadre un peu différent de ce qu'on peut faire en thérapie narrative, par exemple. Dans le deuil, on pourrait très bien faire de la narration et de la réexposition à l'épisode difficile, de la mise en sens, de la restructuration cognitive, mais peut-être que ça prendrait plus de temps que le MDR, j'imagine. En tout cas, c'est un des avantages de l'EMDR, c'est la rapidité. Bon, je pense que ce n'est pas la seule technique efficace. Moi, ça fait aussi des années que je suis formée en hypnose. J'ai été formée quelques années avant en hypnose, en 96 en hypnose, et j'ai commencé l'EMDR en 1999. Je n'ai jamais abandonné l'hypnose parce que je pense que l'hypnose apporte des choses que le MDR n'apporte pas et le MDR apporte des choses que l'hypnose n'apporte pas. Le MDR ne fait pas tout. Comme on dit toujours, mon collègue et moi pour l'hypnose ne fait pas le café. Eh bien, c'est la même chose pour le MDR. C'est-à-dire que, bien sûr, ça ne convient pas à tout le monde. Bien sûr que pour certaines personnes, d'autres techniques vont être plus efficaces ou plus rapidement efficaces. Mais c'est sûr que le MDR, d'une façon globale, est une thérapie qui s'avère plus efficace, plus rapide que d'autres techniques. Par exemple, si on compare avec les TCC, on verra tout à l'heure quelques exemples, mais dans les TCC, qui sont souvent comparés au niveau scientifique dans les études avec le MDR, eh bien, on voit que les TCC sont des thérapies tout à fait efficaces. Sauf qu'il faut beaucoup plus d'heures pour parvenir à la guérison et que dans un certain nombre de cas, on a des personnes qui abandonnent la thérapie comportementale et cognitive parce que ce sont des expositions longues au traumatisme et que ça, c'est quand même extrêmement douloureux et c'est très compliqué à vivre pour les patients. Donc, ce n'est pas effectivement la seule thérapie efficace, d'autres le sont, mais en général, le MDR est plus rapide que d'autres techniques. J'ai l'impression quand tu l'expliques que vraiment ça catalyse en fait les effets de l'exposition et de la restructuration cognitive. Vraiment que ça va peut-être plus vite au travers de l'EMDR. Mais comme tu dis, ça ne convient pas à tout le monde et pas sur tous les types de pathologies, mais les pathologies qui dépendent de ces processus-là d'exposition et de restructuration cognitive, ça a beaucoup de sens de l'envisager, quoi.
Je pense que l'hypnose aussi, hein, par rapport à la restructuration cognitive, on en avait parlé dans la capsule sur la reconsolidation de la mémoire. Je pense que d'ailleurs j'utilise exactement la même technique en EMDR et en hypnose pour faire de la restructuration cognitive. Donc je pense qu'effectivement, voilà, il faut un petit peu aussi que la personne trouve sa voie et certaines personnes, ça conviendra mieux l'hypnose, d'autres le EMDR. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir expliquer aussi à nos patients justement ces mécanismes qui sont sous-jacents ou à l'hypnose ou à l'EMDR, parce que je pense que c'est des termes qui peuvent d'ailleurs effrayer certains patients très très forts, et de pouvoir expliquer vraiment comment ça agit sur notre cerveau, sur notre système physiologique, etc., pour leur expliquer que ce n'est pas un truc magique, ce n'est pas un truc miracle, mais on peut expliquer l'impact vraiment sur le corps, sur l'activation et sur la manière dont nos pensées sont ancrées dans notre tête, quoi. Oui. C'est pas un tour de magie, c'est ça que je veux dire. Non, c'est pas un tour de magie. Maintenant, c'est plus connu, mais quand moi j'ai démarré, donc on était avant l'année 2000, il y a eu des patients qui me demandaient si je faisais de la scientologie, hein, parce qu'effectivement, faire ça devant les yeux du patient, c'est un petit peu étrange. Et donc, c'est sûr que l'assise scientifique et la compréhension du traitement, et comme tu dis, des processus sous-jacents, aident les patients à adhérer au traitement, évidemment aussi. Hein, ça, c'est important. Et du coup, tu voulais parler de l'efficacité en combien de temps? Oui, alors c'est une question qu'on pose souvent, c'est évidemment une question délicate, mais disons que pour un traumatisme simple, donc un traumatisme simple, c'est un traumatisme qui a un début, une fin claire. Par exemple, un accident, voilà, c'est juste le moment de l'accident. Alors si on prend par exemple un accident sans blesser, sans tuer, chez une personne qui n'a pas de problème de santé mentale, qui est équilibrée, qui n'a pas de problème d'anxiété généralisée, etc., eh bien, on compte entre 3 et 5 séances. Même chose pour une phobie unique, c'est-à-dire une personne qui va absolument bien dans sa vie, qui n'a pas d'autres troubles, mais qui aurait par exemple la phobie des araignées. Alors, pour les polytraumatismes, c'est entre 15 et 20 séances, voire plus. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les polytraumatismes? C'est des traumatismes multiples, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être des traumatismes avec un grand T, donc les traumas comme on l'entend habituellement, les accidents, les viols, les violences, etc. Et ce qu'on appelle les traumatismes avec un petit t, c'est toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie, comme un licenciement, une déception avec une personne, un déménagement douloureux. Voilà. Donc, eh bien, les polytraumatismes peuvent évidemment être un ensemble à la fois de traumas avec un petit t, avec un grand T. Là, c'est une thérapie plus longue, évidemment. Et bon, ce qu'on voit quand même, c'est que le MDR reste rapidement efficace et souvent plus que d'autres techniques, plus rapidement efficace que d'autres techniques. Et pour les traumatismes complexes, un traumatisme complexe, c'est un traumatisme qui s'est étendu sur une longue période de temps. Donc, par exemple, l'inceste, les abus sexuels, les violences conjugales, donc ce sont les tortures, ce sont des traumatismes, enfin des événements qui se sont multipliés sur une longue période de temps. Ou si on parle de l'anxiété généralisée, c'est-à-dire une anxiété qui concerne de multiples situations, là, ce sont souvent des thérapies assez longues qui peuvent s'étaler sur 1 an, voire plus. Moi, pour les traumatismes complexes qui ont démarré dans l'enfance, donc par exemple, les personnes qui ont été longuement abusées sexuellement, moi, je pense qu'il faut un minimum de 2 ans pour reconstruire aussi cet attachement sécure que les personnes n'ont pas réussi à construire dans leur enfance. Et alors, quand tu dis ça, juste par exemple, quand tu dis 2 ans, c'est à quelle fréquence une bonne, je ne sais pas s'il y a une bonne fréquence pour des entretiens thérapeutiques EMDR? C'est quoi, toutes les semaines, toutes les 2 semaines? Parce que j'imagine que la charge émotionnelle doit aussi être quand même assez costaud. En fait, donc on verra, on apprend des exercices de stabilisation aux patients. Donc, moi, ce que je pense, c'est que dans un premier temps, le temps que se construise la relation de confiance, c'est 1 fois par semaine, c'est bien. Et puis, dès que le patient devient un petit peu plus autonome, on passe à 1 séance tous les 15 jours. Enfin, ça, c'est ce qui me semble un bon rythme. Mais comme je dis toujours, rien n'est gravé dans le marbre. Je m'adapte à la situation du patient. Par exemple, parfois, on travaille des souvenirs plus douloureux, ça nous prend plusieurs séances. On ne va pas nécessairement espacer de 15 jours entre 2 séances parce que quand on est dans un tunnel et qu'on a peur du noir, ce qu'on a envie, c'est de sortir du tunnel et ce n'est pas de s'arrêter en plein milieu. Donc, je dirais, on voit ça avec le patient.
ça se décide ensemble. Et puis moi, directement, il y a des patients qui me disent « Ah non, mais moi, je veux une fois par semaine », des gens qui disent « Ah non, non, moi, c'est trop, une fois tous les 15 jours, c'est suffisant ». Donc, on s'adapte aussi au rythme de chacun. Pour ces thérapies donc, de traumatisme complexe ou d'anxiété généralisée, évidemment, le MDR est un outil important, mais ça devient, je dirais, un outil dans une approche psychothérapeutique qui est plus large. Et donc, on peut aussi utiliser l'hypnose, les TCC, les thérapies de soutien, les thérapies plus psychodynamiques. L'avantage de l'EMDR, c'est qu'il va très bien s'intégrer dans la formation de base des thérapeutes. Je veux dire, on peut utiliser l'EMDR en étant psychanalyste, en étant praticien TCC, en étant hypnothérapeute, en étant gestalt thérapeute, etc. Donc, il n'y a pas, ça s'intègre bien. On dit que c'est une thérapie intégrative et ça, c'est important. Donc, ça reste aussi de toute façon souvent plus efficace, comme on avait parlé. Hein, par exemple, dans tout ce qui est psychodynamique, on a tendance à faire beaucoup parler le patient de ses traumas et ça, je pense que ce n'est vraiment pas une bonne idée. On en avait parlé dans la capsule sur la reconsolidation de la mémoire. Donc, je pense que quand même, le MDR, comme l'hypnose aussi d'ailleurs, dans ce type de traumatisme, sont des outils qui sont vraiment bien adapté et bien adéquat par rapport à cette problématique-là. Et ce qui est important, c'est que l'efficacité est durable. Hein, c'est-à-dire que même des années après, un trauma qui est nettoyé, il est nettoyé. Et donc, si je pense ici aux soignants qu'on accompagne au travers de Psyformed pour les soignants Covid, dans quel cas est-ce que tu trouverais intéressant ou pertinent qu'on renvoie ou qu'on renvoie un soignant, qu'on propose à un soignant d'aller faire des séances EMDR pour quel type du coup de thématiques ou de difficultés ça te semble pertinent pour un soignant Covid par exemple? Mais c'est moins peut-être par rapport aux problématiques, aux symptômes du patient, parce que certaines personnes, par exemple, quand elles ont été exposées à des produits contaminés, tu en as qui vont avoir des petits stress et puis tu en as qui vont vraiment développer un traumatisme avec des idées obsédantes sur ça, avec des angoisses, etc. Donc moi, je dirais que c'est plus l'intensité des symptômes, l'envahissement de ces symptômes. Mais bon, voilà, même pour des petits tracas, des petits traumatismes, des petits T, le MDR est aussi efficace. Je pense que dès que la personne sent que parler ne suffit pas, qu'il faut quelque chose en plus de différent, elle peut s'adresser à un praticien EMDR. Oui, et je trouve ça très intéressant finalement quand tu pointes que finalement, c'est pas ce que vit la personne qui va déterminer l'utilité de l'EMDR ou pas, mais c'est comment elle le vit et comment elle continue à vivre avec et les symptômes résiduels qui vont l'accompagner. À partir du moment où ça devient invalidant et que la personne considère que c'est un problème invalidant, là, ça pourrait être pertinent. Ouais, c'est la souffrance qu'elle éprouve par rapport à ça. Et ça, voilà, on n'a pas à juger. Parfois, certaines personnes surréagissent et on se demanderait objectivement pourquoi. Parce que nous, à sa place, on n'aurait pas réagi de cette façon-là. Ça nous aurait à la limite rien fait. Ça ne nous aurait pas empêché de dormir. Et cette personne développe une symptomatologie importante. C'est pour ça que je dis, c'est plus effectivement par rapport à la manière dont la personne le vit, plus que par rapport à ce qu'elle a vécu. Oui, tout à fait. Alors, à qui s'adresse le MDR? Aux adultes, mais aussi aux enfants et aux adolescents. Et elle est même d'ailleurs utilisée, cette technique, dans les thérapies familiales. Hein, donc, il y a certains thérapeutes qui utilisent le MDR en thérapie familiale. Donc, on va reprendre les indications. On a déjà vu un certain nombre d'indications tout à l'heure avec les études contrôlées qui ont prouvé l'efficacité de l'EMDR. Donc, les traumatismes, les événements pénibles, les deuils et puis donc tout ce que j'ai appelé les petits T, séparation, licenciement, difficultés professionnelles. On appelle ça petit T parce qu'évidemment, ça peut être très douloureux une séparation, mais ça n'est pas une confrontation à la mort, aux blessures graves, etc. Les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles obsessionnels compulsifs, donc les TOC, les addictions, les troubles du comportement alimentaire, les troubles psychosomatiques, les douleurs et notamment les douleurs du membre fantôme, les douleurs du sein fantôme, on en parle de plus en plus pour les personnes qui ont un cancer. Et ça, c'est quelque chose qui nous a permis de comprendre
qu'il y avait des mémoires dysfonctionnelles. Parce que si on traite en EMDR une douleur et qu'elle disparaît, c'est bien que l'information douloureuse était stockée de manière dysfonctionnelle, qu'elle n'avait pas lieu d'être, elle n'avait pas été digérée, puisqu'il n'y a plus de membre, par exemple dans le membre fantôme, il n'y a donc pas de raison que la personne ait chatouille ou ait mal au bout du doigt alors qu'elle n'a plus de doigt. Donc là, on a compris avec le MDR que, eh bien, effectivement, il y avait des mémoires qui étaient enquistées dans le cerveau, auxquelles finalement, qui n'étaient pas reliées à la mémoire adaptative, à la mémoire normale, et qu'une fois qu'avec le MDR, on parvenait à relancer le processus, on en parlera tout à l'heure, mais donc à relancer le processus, ben ces mémoires étaient donc digérées à ce moment-là et la douleur fantôme disparaît. Ouais. Je repense à l'analogie qu'on a utilisée dans une autre capsule qui était ces classeurs dans l'armoire. Là, moi, quand tu parles du membre fantôme, moi j'ai le sentiment que c'est un peu comme s'il y avait un classeur caché dans un coin d'une armoire dont on n'a absolument plus besoin parce qu'il n'y a plus le membre, donc le réseau nerveux n'est plus fonctionnel et donc on n'a plus besoin de ce classeur-là, mais il continue à faire mal quelque part, il est caché, il faut qu'on arrive à le trouver pour l'ouvrir, trier un peu ce qu'il y a dedans, trifouiller pour le ranger de manière plus apaisée dans l'armoire parce que celui-là, on n'en a plus besoin. C'est un peu l'analogie qui me vient C'est ça. Mm. Mais on peut aussi utiliser le MDR, je dirais, sur des techniques plus larges comme l'estime de soi, la confiance en soi, les difficultés d'engagement. En fait, on peut utiliser le MDR avec toutes les problématiques, ça va surtout dépendre du patient, de ses besoins, de ses attentes. Alors, quels sont les... Pardon, j'imagine juste que en fonction de la thématique, tu vas adapter le protocole, la manière de donner le protocole à la thématique spécifique que tu vas travailler. Ben, on part de ce que donne le patient, donc c'est de toute façon toujours adapté, puisqu'on va toujours partir de sa difficulté. Mais alors c'est vrai que de plus en plus, il existe des protocoles pour les différentes problématiques, c'est-à-dire qu'on va adapter, par exemple, si je parle des douleurs du membre fantôme, on va effectivement créer des protocoles qui seront plus spécifiques à la douleur. Si tu veux, il y a un protocole de base et effectivement, il y a des variantes, des déclinaisons de ces protocoles en fonction effectivement du contexte. Par exemple, dans les contextes d'urgence, on va utiliser un protocole plus réduit, plus simplifié. Si on travaille avec des réfugiés qui n'ont pas la même compréhension que nous, on va aussi utiliser des protocoles plus simplifiés et on va adapter les protocoles. Effectivement, je dis, comme je prends les douleurs, c'est sûr que ça va être un petit peu différent. Si on travaille avec les psychotiques, ça va être aussi différent, etc. Okay. Avec les déficients mentaux, avec les enfants, donc tous ces protocoles vont être adaptés à ce moment-là. Et donc on en arrive aux contre-indications. Ce qu'on considère comme une contre-indication, c'est les troubles graves de la personnalité comme la psychose. Et pourtant, je viens de parler de la psychose et je viens de parler d'une adaptation possible du protocole. Eh bien, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas, de mon point de vue, de contre-indication absolue. Tout va dépendre du patient, du contexte et puis de l'expérience et de l'expertise du thérapeute. Moi, je dis toujours, il ne faut pas faire, je dis aussi ça pour l'hypnose, on ne fait pas en hypnose ou en EMDR ce qu'on ne sait pas faire sans EMDR ou sans hypnose. C'est-à-dire que si par exemple moi je ne travaille pas avec des patients psychotiques, eh bien je ne sais pas le faire sans mes outils, mais je ne vais pas le faire non plus avec ces outils-là. Je ne travaille pas avec les enfants, eh bien je ne vais pas utiliser l'hypnose et le EMDR avec les enfants alors que je ne m'occupe pas d'enfants par ailleurs. Donc moi je crois qu'il faut rester dans son domaine d'expertise, dans son domaine de compétence et que dans ce domaine-là, eh bien, il y a des aménagements possibles. Par exemple, si un patient est psychotique, mais qu'il est hospitalisé, qu'il est surveillé, qu'il est encadré, bien peut-être que le thérapeute pourra utiliser le MDR. Donc tout ça, pour moi, ce n'est pas des contre-indications absolues, mais c'est à moduler. Les états suicidaires. Quand tu parles de ne pas utiliser le MDR avec des personnes qui seraient avec des épisodes, qui vivraient des épisodes psychotiques, pour moi ça me rappelle aussi les contre-indications de tout ce qui est relaxation parfois ou même pleine conscience avec des personnes qui vivent des états psychotiques.
moi, ce que j'en ai retenu, c'est que le risque, c'est que avec de la visualisation en relaxation, si on utilise la visualisation, par exemple, on pourrait déclencher en fait un processus dissociatif, quelque part aller dans ce sens-là, et ce qu'on veut pas, on veut pas par un outil thérapeutique entre guillemets déclencher un symptôme ou amplifier un symptôme. J'imagine qu'en EMDR, c'est ça aussi en fait qu'on pourrait risquer chez des personnes psychotiques. Donc c'est pour ça, j'imagine que ça fait partie des contre-indications quand on ne sait pas le gérer ou quand on n'adapte pas le protocole, par exemple en supprimant certaines injonctions ou propositions qui pourraient déclencher ces dissociations. Je ne sais pas si... C'est tout à fait exact. Alors moi, j'abonde complètement dans ton sens. Il y a un grand débat où les thérapeutes EMDR soutiennent que dans l'EMDR, on reste dans l'ici et maintenant, ce qui évidemment dans la clinique est complètement faux. À la plupart des patients, ils partent, ils font des associations, et les patients qui dissocient ont tendance à dissocier. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a utilisé en EMDR, qu'on a introduit en EMDR beaucoup d'outils qui viennent de l'hypnose pour les stabiliser. Donc, et effectivement aussi, l'hypnose est un état dissociatif. Mais donc là, on peut utiliser finalement les états dissociatifs de façon positive. Yvonne Dolan, qui est une thérapeute américaine, une hypnothérapeute, elle dit on va utiliser cette compétence qu'ils ont à dissocier pour qu'ils dissocient positivement. C'est-à-dire on va utiliser cette compétence, mais pour les guérir. Alors qu'évidemment, quand ils vont pas bien, qu'ils sont psychotiques ou qu'ils ont des états dissociatifs suite à des stress, des états des traumatismes complexes, là, effectivement, ils vont pas bien dans ces états dissociatifs-là. Mais donc, effectivement, c'est la raison. Par contre, moi, je pense que ça a tout son sens d'utiliser le MDR avec les patients psychotiques, parce qu'il y a aussi beaucoup de patients qui sont psychotiques à cause de traumas, par exemple dans l'enfance, ou qui sont de structure psychotique, mais où les délires vont, par exemple, être déclenchés par un trauma qu'ils ont vécu. Alors, évidemment, il ne faut pas confondre troubles dissociatifs et troubles psychotiques. Parfois, ça peut se ressembler. Alors, il y a des différences, mais par exemple, effectivement, les personnes, quand elles sont dans des états dissociatifs, elles peuvent voir des choses qui ne sont pas là, mais ça ne va pas être les mêmes choses qu'un schizophrène. Donc, on n'est pas... Ça, c'est... Voilà, je dirais, il faut apprendre ce que c'est un trouble dissociatif pour pouvoir faire la différence. C'est que, par exemple, dans les troubles dissociatifs, la personne, en général, elle peut aller bien dans une partie de sa vie, ou toute une journée, puis c'est simplement quand elle va voir un film qui va déclencher, ou quand elle va être dans une situation où là, ça va paraître un peu délirant, mais elle va être tout à fait adaptée dans sa vie pour de nombreuses choses. Alors qu'un psychotique, en plein délire, il va être inadéquat, inadapté au quotidien, de son lever à son coucher. Et donc, voilà, moi je pense à ce moment-là, évidemment, ça, comme je dis, c'est l'expérience, c'est l'expertise du thérapeute, et il faut évidemment que le patient soit suffisamment sécurisé, qu'il soit en sécurité. Et ça, bon, il y a les exercices de stabilisation dont on va parler, mais c'est parfois aussi le cadre. Dans la psychose, par exemple, je pense qu'évidemment, un patient qui est en hospitalisation, c'est plus sécure qu'un patient qui est chez lui. Oui. Alors, les états suicidaires, mais là aussi, pour moi, ça va dépendre de la compétence du thérapeute, parce qu'on peut avoir des états suicidaires dans les traumatismes complexes, où parfois certaines personnes disent, mais c'est comme si j'avais mon agresseur en moi, et me tuer, ce serait une façon d'arrêter ça, de le tuer, de le sortir de moi. Donc, dans ces cas-là, je pense qu'aussi avec un certain cadre, dans une relation thérapeutique bien établie, avec des outils de stabilisation performants, là aussi, ça va peut-être être possible de travailler avec ces personnes à un moment en EMDR. On conseille pour les troubles cardiaques récents d'être prudent, la grossesse également, notamment au premier trimestre. Mais là aussi, par exemple, moi j'ai une patiente qui est venue parce qu'elle devait accoucher et elle ne voulait pas accoucher. Elle ne voulait pas accoucher parce que son premier accouchement avait été une boucherie.
Et donc, elle avait un traumatisme très important, elle dormait absolument plus, elle s'alimentait plus. Enfin, donc, je veux dire, elle a vraiment déclenché une symptomatologie importante. Donc, je n'avais presque pas d'autre choix que de faire le MDR. Et d'ailleurs, tout s'est très bien passé pour pouvoir digérer, si tu veux, le traumatisme de son premier accouchement pour qu'elle puisse aborder son second accouchement avec beaucoup plus de sérénité, ce qui a été le cas et ça s'est très bien passé. Mais donc, voilà, je voudrais juste répéter, il n'y a pas pour moi de contre-indication absolue, ça va dépendre d'un certain nombre de critères et de la préparation qu'on va donner aux patients pour affronter l'émergence des situations difficiles. Et ça va se faire avec des outils de relaxation, de gestion du stress, de renforcement du moi, de gestion des états dissociatifs, etc. Ce qu'on appelle la stabilisation. Pour être sûr de bien comprendre par rapport aux troubles cardiaques récents et à la grossesse, j'imagine que ce qui se cache derrière ça, quand on dit qu'il y a une contre-indication à faire de l'EMDR, c'est qu'on va quand même aller réveiller le traumatisme ou se réexposer à une partie des réactions physiologiques qu'on a vécues au moment du traumatisme et qui pourraient avoir un impact sur le cœur et donc engendrer éventuellement un trouble cardiaque, ou j'imagine aussi au moment de la grossesse, engendrer une réactivation physiologique qui peut être vécue comme traumatique. Et on sait que ça peut potentiellement aussi s'enquister chez la maman et potentiellement aussi augmenter la réactivité émotionnelle de l'enfant à venir. Et donc, j'imagine que c'est ça que tu dis. En fait, c'est un arbitrage du ratio coût-bénéfice. Mais dans les coûts, à ce moment-là, c'est le risque de créer une activation physiologique et émotionnelle qui soit trop importante, soit pour le cœur, soit pour la mère et le bébé éventuellement. C'est tout à fait ça. Ok, d'accord. Moi, je dis toujours, quoi, c'est vrai que le MDR, ça peut être assez perturbant parce que ça peut être douloureux. J'avais pris dans une autre capsule la métaphore du pu émotionnel et de l'abcès. Ben, en médecine, on a des médicaments, des médications qui permettent d'anesthésier, d'analgésier la partie qu'on va traiter. On n'a pas d'analgésique et d'anesthésique en thérapie. Donc, c'est vrai que parfois, c'est désagréable. Au moment même, parce qu'évidemment, le MDR, après, on se sent bien. On se sent en tout cas beaucoup mieux. Parfois, on ne termine pas un traitement en une séance, mais déjà, après la première séance, on devrait avoir un niveau de perturbation qui est un petit peu diminué, ou beaucoup diminué. Et donc, mais ça veut dire effectivement que pendant qu'on réactive, ça peut être douloureux émotionnellement, même si on va garder les personnes dans ce qu'on appelle une fenêtre de tolérance. Mais malgré tout, voilà, ça peut réactiver des réactions physiologiques qui ne sont pas très bonnes ni pour le cœur, ni pour voilà, ce qu'on va transmettre à son enfant, ni pour les risques de contraction, par exemple. Ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, je vais peut-être juste dire un petit mot là-dessus, hein, c'est que il faut que la personne, ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, c'est si tu veux l'intensité optimale d'une émotion. Donc, ça peut varier, hein, mais dans une espèce de fenêtre. Au-delà, c'est trop. En deçà, c'est trop peu. Dans les deux cas, que ce soit trop ou trop peu, ce sont des réactions émotionnelles inadaptées qui donc témoignent, enfin, physiologiques aussi, donc inadaptées. Et ça me faisait penser aussi à certains de mes patients, parfois que j'envoie faire de l'EMDR chez des personnes qui sont formées à l'EMDR pour travailler des situations spécifiques. Et j'ai plusieurs patients qui sont revenus en disant c'était difficile, mais ça m'a fait du bien. J'ai l'impression que c'est comme si ma tête et mon corps se reconnectaient un petit peu ou qu'ils me disent ça circule mieux à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si ça c'est un feedback que tu reçois régulièrement ou si tu peux expliquer ce ressentiment, enfin ce ressenti plutôt. Oui, mais c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont plus entravés quoi, par des obstacles qui les empêchaient d'avancer. Hein. Pierre Janet parlait de l'obstacle qui empêche les personnes d'avancer pour parler du trauma et qui sont arrêtés dans leur parcours de vie. Donc, oui, je pense que là, ils se sentent de nouveau beaucoup mieux. On peut prendre une autre métaphore qui a été aussi prise par Janet et par Freud, c'est la métaphore du virus. Hein, le virus qui est quelque chose qui ne se voit pas, mais qui rend malade à l'intérieur. Quand on prend des antibiotiques, si c'est une bactérie ou quand le temps passe et que finalement le corps arrive à éliminer ce virus, on se sent à nouveau bien, on se sent de nouveau plus soi hein, que quand on est calé au fond de son lit avec 40 de température. Et donc, je dirais qu'au niveau psy, il y a quelque chose comme ça aussi, c'est quand on est débarrassé d'une espèce
de virus mental qui nous empoisonne, bah, oui, il y a quelque chose qui fait qu'on se sent mieux, plus fluide. Moi, c'est vrai, je me rends compte que ce que je leur dis parfois, c'est que tu vois, ces émotions qui sont des gros paquets, qui sont parfois enquistés dans un coin de notre tête, de façon plus ou moins consciente, hein, ça dépend des différents types de traumas ou comment on l'a géré. Moi, je leur dis souvent, c'est comme si ces émotions-là, elles étaient dans un tiroir qu'on maintient derrière soi, qu'on maintient fermé, consciemment ou inconsciemment. Mais du coup, c'est vrai que ça prend une partie de nos ressources cognitives, de maintenir ce tiroir fermé, une partie de notre énergie, ce qui nous empêche aussi d'avoir nos deux mains libres pour faire les choses dont on a envie au quotidien, parce qu'on doit tenir ce truc fermé. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on trouve une stratégie pour ouvrir ce tiroir, pour faire un peu de tri dans ce qu'il y a dedans, ou bien qu'on a moins peur de le tenir fermé, ça dépend un peu des traumas ou des difficultés, ben, finalement on récupère son énergie et ses deux mains pour faire les choses qui nous tiennent à cœur, à nous-mêmes. Et moi je trouve que aussi cette idée de charge cognitive qu'on laisse partir parce que cet enquistement émotionnel a disparu, je trouve que ça permet aussi d'expliquer qu'on récupère de l'énergie finalement et que la vie est un peu plus légère après, quoi. Oui, une belle métaphore. Alors, je vais parler de comment se déroule le traitement. Donc, il y a 7 phases. La première, c'est l'histoire du patient. Je dirais comme dans toute thérapie, on fait une anamnèse, on voit les indications, les contre-indications de l'EMDR, on voit quels sont les événements qui sont associés à l'apparition des symptômes, hein, les situations qui font déclencher les symptômes, à quoi la personne désire arriver, c'est-à-dire hein, comment elle se voit dans le futur, et on va faire un plan de ciblage. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs traumas ou s'il y a plusieurs situations problématiques, eh bien, on va établir des priorités. En général, on travaille en 3 phases. Donc, pour qu'un traitement soit complet en EMDR, il y a 3 phases. On travaille d'abord les événements du passé, puis on travaille sur les déclencheurs actuels, donc du présent, et puis on travaille sur les situations futures, c'est-à-dire sur toutes les situations futures qui pourraient être appréhendées. Si on prend par exemple le Covid, ben, si on prend une personne qui a été en contact direct avec des produits contaminés, ça pourrait être ça le passé, puisque au moment où elle vient, c'est du passé. On peut travailler sur la situation actuelle. Imaginons qu'elle est à la maison en congé maladie suite à ça, bien sur toutes les situations qui déclenchent là aujourd'hui. Et puis, elle va retourner travailler après son congé maladie. Donc, on va, par exemple, travailler sur le retour à l'hôpital et le retour à travailler voilà, avec les malades. Donc, le plan de ciblage, c'est vraiment avoir une idée de ce qu'il y a à travailler, des priorités, et aussi une idée des ressources du patient et voir quelles sont les ressources qu'on doit renforcer. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de la stabilisation. Bien, il y a des patients, on va pouvoir faire de l'EMDR, mais s'il y a une situation aiguë comme un risque suicidaire, une psychose, etc., des automutilations par exemple aussi, ou un risque de nouveaux traumatismes, eh bien à ce moment-là, il est important d'aider les personnes pour affronter les situations douloureuses, de les renforcer dans leurs ressources. Alors l'alliance thérapeutique, on ne le dira jamais assez, mais on le sait depuis très longtemps, c'est presque l'ingrédient le plus thérapeutique d'une thérapie. Ça va être le thérapeute lui-même. Donc, on ne peut pas travailler si on n'a pas une relation sécurisante, surtout pour les personnes qui ont justement vécu des insécurités, comme les patients qui ont vécu des traumas. C'est vraiment très, très important. Puis, on va expliquer ce que c'est le MDR et on va aussi démystifier le MDR, mais on va aussi décourager les attentes irréalistes. Parce que malheureusement, dans les médias, on nous présente aussi parfois, comme pour l'hypnose aussi, c'est miraculeux, en une séance, on a été victime d'inceste pendant 20 ans, 10 ans, et tout d'un coup, ça va se terminer en 3 coups de cuillère à peau. C'est pas toujours vrai, même si, heureusement, et c'est vrai, on a aussi des miracles, des traitements qui se font très, très rapidement. Moi, j'ai une personne qui a été victime d'un viol à l'âge de 14 ans, par 3 hommes qui a été kidnappés sur le chemin de l'école, qui a été emmené dans un bois. Et cette dame, en 3 séances, c'était terminé. Mais ça n'est pas la majorité des cas pour un trauma qui avait déterminé sa vie, la manière dont elle s'habillait, la manière dont elle, dont elle se comportait, son agressivité, etc. C'est elle qui le dit, c'est pas moi. Donc,
moi, je la vois au moment où son mari veut un enfant, elle n'en veut pas parce qu'elle s'est comportée comme un homme pendant toutes ces années, puisqu'évidemment, elle a été violée parce qu'elle était une fille, donc du coup, elle avait pris le contre-pied, elle était très masculine, très agressive. Et donc voilà, tout ça, en 3 séances, c'était terminé. Elle a eu un enfant, puis un deuxième, et j'ai eu des nouvelles régulièrement. Donc, mais ça n'est pas la majorité des thérapies pour des situations difficiles, longues, traumatisantes sur un long terme. Donc, on va aussi décourager ça. Et puis, là, voilà, hein, la stabilisation dont j'ai parlé, un des exercices qu'on va faire avec tout le monde, c'est ce qu'on appelle le lieu sûr. Donc, le lieu sûr, ça peut, on va demander à une personne qu'elle trouve un lieu qui représente pour elle la sécurité. Alors, ça peut être un lieu imaginaire, hein, moi je parle toujours de Lilliputien ou du pays des licornes, comme ça peut être une plage où on n'a jamais été, mais on imagine une plage de sable blanc extraordinaire. Donc ça peut être un lieu réel, mais auquel on n'a jamais eu accès, comme ça peut être un lieu du genre mon jardin en été, j'adore me mettre sur le transat, ok c'est bon, comme ça peut être un événement très précis, j'ai été en vacances à tel endroit, telle année, c'est un souvenir merveilleux. Et donc il y a toujours moyen de trouver un lieu sûr, puisqu'on peut construire un lieu complètement imaginaire. Je reprends toujours ce lieu sûr-là d'une de mes patientes qui avait choisi un nuage dans le ciel, parce que comme elle avait été agressée sexuellement à de nombreuses reprises, puisque c'était un abus intrafamilial, eh bien, là, elle disait, personne ne peut m'atteindre. Dans les nuages, personne ne peut arriver là. Et donc, c'est une technique qui va allier la visualisation, relaxation, avec des mouvements oculaires. Hein, donc, c'est une forme d'ancrage. En fait, en PNL, on parlerait d'un ancrage où on va associer des images positives d'un lieu avec des mouvements oculaires et la personne pourra réutiliser son lieu sûr quand elle en a besoin entre les séances, par exemple après une séance plus difficile, et qu'on pourra aussi, en tant que thérapeute, utiliser quand on a besoin de stabiliser la personne à un moment de la thérapie. Et juste une question ultra pragmatique par rapport à ça, parce que tu parles de visualisation et de mouvement des yeux. Ça veut dire que tu demandes à la personne d'imaginer le lieu, les yeux ouverts, et de suivre le stimulus du regard, ou bien tu fais l'un puis l'autre? C'est en même temps? En même temps. Okay. Donc moi, comme je suis praticienne hypnose, je préfère installer le lieu sûr en hypnose. Parce que moi j'aime beaucoup le faire en hypnose et là j'amène la personne dans son lieu et je lui fais voir tout ce qu'on appelle le VACO, un visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif si c'est possible. Donc par exemple si je prends pour une plage, un visuel, je vois la mer, le sable, etc. Auditif, j'entends les vagues, olfactif, je sens les odeurs d'embrun, gustatif, je goûte le sel sur les lèvres, et kinesthésique, proprioceptif, c'est par exemple je marche sur le sable, ou je sens le vent dans mes cheveux, etc. Et donc, une fois que c'est ancré, je peux l'utiliser en EMDR. Une fois que le souvenir est ancré, il est ancré, c'est bon. Mais donc sinon, effectivement, on demande, c'est en même temps. Ok. Et puis, on va passer à l'évaluation. Donc, on va demander, on a donc déterminé la situation sur laquelle on allait travailler. Puis, on va demander dans cette situation l'image la plus représentative. Ben, par exemple, si une personne a été contaminée était en contact avec des produits, ben, c'est peut-être au moment où elle s'en rend compte, l'image des gouttelettes ou je ne sais pas. Ça peut être l'image la plus représentative ou la pire. Alors, j'ai dit visuel, auditif, olfactif parce que, par exemple, avec les attentats terroristes, c'était surtout les bruits. Donc, ils se rappelaient de l'explosion, mais ce n'est pas tellement ce qu'ils ont vu parce que finalement, ils n'ont pas nécessairement vu quelque chose à ce moment-là, mais la première chose, ça a été l'auditif et donc après, c'est ça qui va être le déclencheur principal. Olfactif, c'est par exemple dans un incendie, des personnes qui se réveillent la nuit parce que ça flambe. En fait, il fait tout noir, donc ils ne voient pas grand-chose, mais ils sentent l'odeur de la fumée. Et ils se rendent compte, évidemment, qu'il y a un gros problème. Puis, on va demander la pensée négative actuelle. Donc, qu'est-ce que le patient pense de lui de négatif par rapport à cette situation et qui est toujours vrai aujourd'hui? Par quoi il veut remplacer cette idée négative?
Et puis, on va demander le degré de conviction, à combien c'est vrai cette pensée positive aujourd'hui entre 1 et 7. Puis, on va demander quelle est l'émotion actuelle. Donc, pas l'émotion qu'ils ont ressentie à ce moment-là, pas l'émotion quand ils constatent qu'ils ont fait une erreur et qu'ils ont donc été en contact avec du liquide ou parce qu'il y a eu un accident et qu'ils ont été en contact avec du liquide. Là, probablement que c'est 10 sur 10. Hein. Mais quand ils y pensent, là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ressentent? L'intensité de cette perturbation entre 0 et 10, donc, et les sensations physiques actuelles, donc où est-ce que ça se loge dans leur corps? Où est-ce qu'ils ressentent quelque chose dans leur corps quand ils pensent à ces images et à ces pensées, à cette émotion? Et quand on a tout ça, on peut commencer la désensibilisation. Et donc là, on va demander à la personne de garder à l'esprit l'image la pire ou la plus représentative. En même temps, la pensée négative sur eux-mêmes, par exemple, je suis en danger. Donc l'image du liquide contaminé, je suis en danger, et les sensations physiques, par exemple, la boule dans la gorge ou le nœud dans l'estomac. Et puis, on va faire des sets, on s'arrête, on demande à la personne de prendre une respiration et on demande qu'est-ce qui s'est produit en elle, qu'est-ce qu'elle constate. On va voir que les patients font en fait beaucoup d'associations. Les associations viennent toutes seules, c'est-à-dire c'est pas le patient qui réfléchit, ça vient spontanément avec le MDR. Et on reprend là où le patient est arrivé, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur la première image, on continue avec ce qui vient. Et on va répéter cette procédure jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de nouvelle association, donc il n'y a pas de nouveau matériel. Quand le patient dit il n'y a plus rien qui vient, à ce moment-là, on évalue l'échelle de détresse, on voit si c'est à 0, ben, le processus est terminé, et s'il reste quelque chose, bien, on recommence le processus. Oui, quand tu le dis comme ça, moi, ce qui me vient vraiment à l'esprit, c'est vraiment, tu vas chercher à réactiver, on pourrait dire, pour simplifier les choses, le réseau de neurones, d'associations qui sont en lien avec l'événement, et tu vas voir toutes les ramifications possibles jusqu'à ce que la personne dise, il n'y a plus rien qui vient. C'est exactement ça. Ok, donc tu vas vraiment remobiliser, quoi. Tac, 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 chercher Tout à fait, c'est vraiment des nœuds mémoriels, et donc on a effectivement tout un ensemble de réseaux et on remonte. Alors comme je dis toujours, je monte la main, on part de la situation cible et en fait on va jusqu'au moment où on vide le doigt. Et parfois, c'est pas vidé parce qu'il y a encore d'autres doigts. On ne sait pas combien de doigts il y a à se souvenir, mais on remonte et on repart jusqu'au moment où on n'a plus rien. Alors parfois, on peut avoir vidé quelque chose et malgré tout, ça n'est toujours pas à 0, parce que parfois la cognition négative, on a pu la nettoyer, mais il y en a une autre. C'est comme les trains, un train peut en cacher une autre, une cognition peut en cacher une autre. Par exemple, j'ai été, disons, agressée par mon père à de nombreuses reprises quand j'étais enfant. Il me tapait dessus. Bien, ma première idée, ma première cognition, ça peut être « je suis en danger » parce que je vis toujours aujourd'hui comme si j'étais en danger permanent. Je nettoie ça. Quand je repense à ce jour où mon père m'a tabassé dans la cuisine et je pensais que j'allais mourir, c'est toujours pas à 0. Mais peut-être parce que la cognition, c'est une autre qui va venir. On a nettoyé cette cognition-là, mais il y a peut-être parfois... Et donc, par exemple, une autre cognition, ça veut dire si mon père, qui est une des personnes qui aurait dû le plus m'aimer au monde, m'a traité comme ça, c'est que je ne vaux rien. Et donc, avec le même souvenir, on peut avoir une autre cognition. On va nettoyer ça. Et puis, on va peut-être avoir sur la dignité je ne mérite pas d'être aimé, je ne trouverai jamais un partenaire de vie parce que je ne mérite pas d'être aimé. Donc, voilà. Et donc, on va nettoyer comme ça. Et quand tout ça est fini, on va passer à la phase d'installation. Donc, c'est EMDR, hein, donc c'est le R de retraitement. On va installer la cognition positive. Donc, ça, c'est vraiment de la restructuration cognitive. Et donc, on va faire des stimulations bilatérales en demandant à la personne de se concentrer sur la cible, donc sur l'image la pire ou la plus représentative, mais avec la cognition positive. Par exemple, si je reprends, je vois le liquide contaminé et je pense en même temps à « je suis en sécurité maintenant » et je vais donc faire des stimulations bilatérales jusqu'au moment où la personne arrive à ce que la validité soit reconnue à 7.
que ce soit tout à fait vrai aujourd'hui. Donc ça, tu continues pendant la même séance jusqu'à ce que le degré de conviction, quelque part, il soit à 7 sur 10 et ça prend le temps que ça prend. Mais non, parce que parfois, il y a beaucoup de traumatismes ou des traumatismes importants. Donc, parfois, bien, ça prend plusieurs séances. Donc, ce qu'on fait toujours, c'est veiller à ce que le patient parte en étant relativement bien, c'est-à-dire qu'on va parfois interrompre une séance après un certain nombre de sets, et puis on va, par exemple, faire le lieu sûr, c'est-à-dire qu'on va faire une phase, un petit peu comme quand on va chez le dentiste, hein, qu'on ne peut pas faire tout en même temps, qu'on met une sorte de pansement, en sachant bien sûr qu'on retournera chez le dentiste pour suivre le traitement jusqu'au moment où il n'y aura plus du tout de soucis. Donc, on va utiliser, si tu veux, des espèces de petits pansements, de fusibles de sécurité qui permettent au patient de rentrer chez lui en étant en bon état. D'accord, oui. Et puis, on va faire le scanner corporel. Donc, on va demander au patient toujours de se concentrer sur l'image la pire ou la plus représentative avec cette cognition positive. Donc, par exemple, je suis en sécurité maintenant. Et puis, il va passer en revue toutes les sensations qu'il ressent dans son corps. Parce que si ça n'est pas complètement nettoyé, il y a un endroit où il percevra quelque chose. Si tout va bien, ça veut dire qu'effectivement, on a complètement nettoyé le trauma ou la situation difficile. Et donc, on peut terminer, on clôture, donc par un petit débriefing. Comme j'ai dit, on réoriente le patient sur le présent. Donc, on veille bien à ce qu'il aille bien. Éventuellement, on fait un petit lieu de sécurité avant de sortir, un petit lieu sûr. Et la réévaluation, ça, c'est en début de séance suivante. Hein, on demande à la personne un peu comment ça s'est passé depuis et comment elle... Voilà, ça, c'est pour la manière dont une thérapie en EMDR se passe. Et par rapport à ça, une séance classique de MDR, ça dure combien de temps? C'est 1 heure, c'est 45 minutes, c'est 1h30? Alors avant, on nous conseillait de faire 1h30. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait 1h30 parce que je trouve que c'est très fatigant pour le patient. Alors, c'est fatigant parce que je pense que ça active aussi les processus parasympathiques. Hein. On sait que le trauma se digère quand le cerveau est en parasympathique, hein, donc quand il est sur le frein. On a déjà parlé à plusieurs reprises dans les capsules précédentes de ces histoires d'orthosympathique et de parasympathique. Et donc, comme on active tous ces processus de retraitement de l'information, voilà, ça les fatigue. Ça peut être ça peut être aussi le fait qu'ils sont passés comme dans une espèce de lessiveuse, hein, où ils ont été secoués, et que voilà, ils sont, pour moi, une séance d'1 heure avec l'accueil du patient, la prise de rendez-vous à la fin pour la séance suivante, etc. Pour moi, c'est bien. Donc, ça nous laisse 40 minutes, 45 minutes. Parce qu'évidemment, on parle un peu avant, on parle un peu après, le débriefing, etc. Je pense que ça suffit. Ok. Alors, on va parler des processus en jeu dans le MDR. On en a d'ailleurs parlé d'un de la reconsolidation. On a fait une capsule là-dessus, mais donc je vais redire quelques-uns. Il y a d'autres hypothèses encore, mais ce que je voulais rappeler, c'est quand même que le MDR repose sur une observation clinique. Donc, ce n'est pas de la recherche qu'on est arrivé à l'EMDR, mais c'est plutôt maintenant d'essayer de comprendre le mécanisme qui est en dessous de l'EMDR. Mais donc, ce sont des choses qui sont formulées après coup. Donc, ces spéculations ne sont pas vérifiées, en tout cas pas toutes ou pas complètement aujourd'hui, mais enfin, c'est vrai pour toutes les thérapies. Hein. On ne sait pas quels sont les mécanismes qui permettent une efficacité dans d'autres thérapies. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est le plus important, c'est que le MDR ait prouvé son efficacité. Je fais toujours la métaphore de l'aspirine. Hein, déjà, du temps des Grecs anciens, on connaissait le saule blanc. Hein, on faisait des décoctions de saule parce qu'il y a de l'acide salicylique, donc de l'aspirine dans l'écorce. Et donc, les gens savaient déjà à l'époque que ça traitait les fièvres, les migraines, etc. On est à plus de 2000 ans. Hein. Au XVIIIe siècle, il y a encore un révérend qui disait que si l'écorce de saule était efficace sur les fièvres, donc et les rhumes et tout ça, c'est parce que le saule poussait les pieds dans l'eau. Et donc, toutes les maladies qui étaient liées à l'humidité
comme les rhumes, les fièvres, etc., eh bien, c'était normal que ce soit efficace. Bien sûr, ce n'était pas le mécanisme réel. Il a fallu attendre 1982, hein, c'est quand même assez récent, pour qu'un monsieur obtienne le prix Nobel pour avoir découvert les mécanismes sous-jacents de l'aspirine. Ça n'a jamais empêché l'aspirine d'être efficace, hein. Donc, je voudrais dire ça pour dire que, OK, on essaye de comprendre, mais le fait qu'on ne comprenne pas ou pas tout n'empêche pas que la technique soit efficace. Oui, à partir du moment, de toute façon, où on l'a testé dans un protocole de recherche avec un groupe contrôle et qu'on peut s'assurer quelque part que le truc, on ne sait pas pourquoi il fonctionne ni comment il fonctionne, mais fonctionne mieux qu'un groupe contrôle ou un groupe soumis à placebo, on peut attester du fait qu'il est fonctionnel. Après, on peut aller gratter pour essayer d'extraire les processus parce que du coup, c'est intéressant aussi de pouvoir extraire ces processus pour les utiliser dans autre chose. Mais voilà, ça fonctionne. La recherche montre que ça fonctionne. Voilà, tu as bien résumé. Alors, Francine Shapiro, elle parlait du traitement adaptatif de l'information. Donc, pour elle, chaque individu possède un système qu'elle appelle donc le traitement de l'information qui traite toutes les nouvelles expériences qu'on vit et qui va faire le tri de tout ce qu'on vit, de toutes les données et va les relier à des réseaux qui sont déjà existants dans notre cerveau, dans notre mémoire. Alors, là, je vais peut-être faire une métaphore pour dire que le cerveau digère et assimile les événements. C'est un petit peu comme nous, on va au magasin, on achète 4 tranches de fromage, on les met au frigo et le soir, on les sort et on les mange et on va les digérer. Eh bien, notre cerveau, eh bien, tout ce qu'on vit dans la journée est mis dans une sorte de mémoire tampon, dans une sorte de frigo, et quand on est en parasympathique, qu'il est prêt à digérer, il va voir dans le frigo ce qu'il y a et il digère. Donc, il est certain quelque part qu'on a un système d'auto-guérison, c'est une métaphore, mais il existe puisque effectivement, on peut constater que 2 tiers des personnes qui ont vécu un événement potentiellement traumatisant récupèrent sans séquelles. Et donc, ça veut dire qu'on a une tendance naturelle de ce système d'information à aller vers un état de santé mentale. C'est un petit peu, j'avais déjà pris cette métaphore, une blessure infectée, il y a du pus, ça empêche la blessure de guérir. On va chez le médecin qui nettoie la plaie, il enlève donc l'obstacle à la guérison. Il nous soigne, mais il ne nous guérit pas. Ce qui va nous guérir, c'est notre corps lui-même. Lui, n'en fait, ne fait que enlever l'obstacle qui empêche la guérison. En EMDR, c'est pareil. Nous allons enlever l'obstacle qui bloque ce système de traitement de l'information. Parce qu'effectivement, ce système peut être entravé. Alors là, je vais reprendre ma métaphore des 4 tranches de fromage. On va un jour chez l'épicier, on veut acheter nos 4 tranches de fromage habituelles, et là, il y a une super promo, il nous en offre 20. On les met au frigo, mais on ne peut pas manger les 20 le soir. Une fois qu'on ouvre le frigo, c'est trop. La quantité est trop importante. Il nous faut plusieurs jours pour manger cette tranche de fromage et en arriver à bout. Eh bien, imaginons que tu étais déçu par une collègue qui t'a fait un petit coup vache. Ça va te prendre quelques jours pour le digérer. Tu vas peut-être en parler à tes amis, en parler à ton partenaire, tu vas peut-être en faire des cauchemars, peut-être même que tu vas en pleurer, tu vas éprouver des émotions fortes, de la colère, de la tristesse, de être déçu. Et au bout de quelques jours, tout au plus quelques semaines, tu vas digérer cet événement. Ça veut dire que tu vas ne plus éprouver les émotions intenses, mais par contre, tu vas en garder l'apprentissage. Donc, la digestion fait qu'on garde l'apprentissage. Tu vas te dire, cette collègue-là, je vais m'en méfier. Maintenant, je ne lui ferai plus du tout confiance. Ça peut être aussi un apprentissage plus global. Je suis trop confiante, j'accorde trop vite ma confiance aux gens. Et donc, l'apprentissage va être, je vais être plus méfiante à l'avenir. Je vais d'abord voir où je mets les pieds. Oui, c'est vraiment extraire le message qui est caché dans l'émotion, en fait. Le message que l'émotion nous apporte, c'est ce truc résiduel qu'on doit garder en mémoire. Et ce qui fait généralement, quand on l'a attrapé, que l'émotion peut disparaître ou s'atténuer au fur et à mesure. Tout à fait. Et puis tu retournes chez l'épicier. Et là, il t'offre
5 kilos de fromage pour le prix de 4 tranches. Tu rentres chez toi, tu mets ça au frigo, tant bien que mal parce que tu as un petit frigo et donc c'est un peu cas, ça ne tient pas très bien. Quand tu es en parasympathique, c'est-à-dire au moment où tu te relaxes, que tu te relâches le soir, que tu commences à te relaxer ou quand tu dors, et donc là que le parasympathique est bien activé, ton cerveau est en parasympathique, il ouvre le frigo. Comme toi, tu vas ouvrir ton frigo. Et là, ce que tu risques d'avoir, c'est que tout le fromage te tombe sur la tête. Eh bien, quand on vit un trauma, c'est un petit peu comme si on avait eu 20 kilos ou 10 kilos de fromage. On met ça dans notre mémoire tampon, on ouvre au moment où on se relaxe et ça nous tombe sur la tête. Du coup, comme ça nous tombe sur la tête, c'est un petit peu comme si on se réveillait, c'est-à-dire qu'on va retomber sur l'orthosympathique et on va être incapable de digérer ça. Et donc, pour Francine Shapiro, ce traitement de l'information, il est entravé quand on vit un événement traumatisant parce que ça produit un déséquilibre dans le système nerveux qui va empêcher ce traitement normal de l'information. Mais même après coup, parce que j'ai expliqué l'histoire du frigo et du fromage qui te tombe sur la tête et qui te fait retomber en orthosympathique, eh bien, en fait, même après, c'est-à-dire que ça n'a pas pu se traduire par une digestion à ce moment-là, mais plus tard non plus. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'au moment où ça se produit, l'événement, on avait déjà dit, est enquisté de manière dysfonctionnelle. Mais enquisté, ça veut dire qu'il n'est pas en rapport avec le réseau adaptatif de la mémoire. Il est hors réseau, si tu veux. Et cet événement, il est très sensoriel, il est très émotionnel. Quand les gens se souviennent de leur trauma, c'est avec beaucoup d'acuité. Ils se souviennent des détails. Après un traitement, c'est beaucoup plus flou. Je me souviens d'une patiente, elle avait été agressée et la police voulait lui faire un portrait robot. Et elle, pour elle, c'était impossible tellement les émotions étaient violentes. Donc, elle est venue chez moi et je lui ai dit, mais si on travaille sur cette agression, vous ne serez peut-être plus en mesure de faire le portrait robot parce que tous ces détails qui sont si prégnants au niveau visuel, les odeurs et tout ça, c'est très prégnant maintenant, mais ça risque de l'être beaucoup moins après. Je lui avais même fait signer un papier, une décharge, parce qu'elle voulait vraiment faire ce traitement, mais je craignais malgré tout qu'après, elle me reproche de ne plus être en mesure. Parce que je lui avais dit, c'est au moment où vous aurez envie de le faire que vous ne serez plus en mesure de le faire. Vous serez en mesure émotionnellement de le faire, mais vous ne serez peut-être plus en mesure au niveau de votre mémoire. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Bon, alors, elle était prévenue, donc ça n'a pas du tout posé de souci avec cette patiente-là, mais effectivement, elle n'était plus capable, une fois le traitement terminé, ça veut dire que bien sûr, elle se souvenait de l'événement, mais il n'y avait plus autant de détails au niveau perceptif, et les émotions, bien sûr, étaient très nettement diminuées, et les sensations physiques qu'on ressent dans l'émotion l'étaient aussi. Donc, cet événement va être enquisté, et pour Shapiro, le MDR nous permet d'accéder à ces informations qui sont stockées de manière dysfonctionnelle et d'activer le système de traitement de l'information et de maintenir ce système activé tout au long du traitement. Et donc, ça va, comme je reprends ma métaphore de la blessure, ça va lever l'obstacle qui empêche la guérison. Et après, la guérison, elle se fait toute seule, quoi. Je veux dire, c'est nous, on le fait juste enlever, cet obstacle qui empêche ce traitement adaptatif. Et par rapport à ton analogie avec le fromage, c'est quoi? C'est le MDR nous donne les ressources nécessaires pour trier les tranches de fromage au fur et à mesure? Oui, ou pour les manger petit à petit, pour qu'elles ne nous tombent pas sur la tête, effectivement, que ce soit mieux rangé. On utilise d'ailleurs en EMDR une technique qu'on appelle le conteneur ou le contenant, et dans lequel justement on va mettre une partie de ce qu'on n'est pas prêt à travailler maintenant pour ne travailler qu'une partie à la fois. Donc c'est un petit peu comme si on allait prendre un deuxième frigo, on allait stocker une partie du fromage dans le deuxième frigo et qu'on allait uniquement prendre tranche par tranche pour les digérer, pour qu'elles ne nous tombent pas sur la tête et qu'on puisse maintenir le système activé. C'est intéressant. La double attention, on va faire bref, c'est simplement de dire qu'on a un pied dans le passé douloureux, perturbant, émotionnellement négatif, et un pied dans le présent, dans l'ici et maintenant, sécurisant, et que ça
mitigerait, si tu veux, l'information, puisque l'état physiologique serait différent de celui qui était présent au moment de l'événement initial. Puisque la personne va revivre l'événement, mais en étant aussi en même temps en sécurité. Et donc, l'état physiologique est différent et donc, ça modulerait, si tu veux, la prégnance émotionnelle du souvenir. On dit que voilà, cette mémoire de travail serait mobilisée en même temps sur le souvenir perturbant et sur les signaux extérieurs, mais donc aussi sur la relation au thérapeute, sur tout l'environnement, et que ben, les ressources seraient limitées au niveau de la mémoire de travail et elle deviendrait moins vivide. Ça, c'est une autre théorie. Une autre théorie encore, c'est celle des mouvements oculaires qu'on voit aussi dans le sommeil REM, Rapid Eye Movement Sleep, donc dans le sommeil paradoxal où nous avons spontanément des mouvements des yeux. On sait que, la recherche nous l'a montré, que pendant le sommeil, ces mouvements des yeux permettent un transfert d'informations, donc la digestion, si tu veux, des informations, entre notamment l'hippocampe et le cortex, c'est-à-dire qu'on voit que les informations migrent d'une partie du cerveau à une autre partie du cerveau, et on pense que le fait de produire ces stimulations bilatérales de façon volontaire en EMDR, eh bien, déclencherait un processus qui est semblable à celui-là. Et pour terminer, je vais redire un petit mot de la modulation émotionnelle des souvenirs au moment de leur reconsolidation, parce que moi, c'est vraiment la théorie qui, pour moi, remporte mon adhésion et qui est d'ailleurs tout à fait compatible avec la théorie du traitement adaptatif de l'information. Donc, en fait, pour devenir persistant, un souvenir doit être consolidé. C'est un petit peu comme s'il était dans une mémoire vive, comme dans notre ordinateur, et pour être dans le disque dur, eh bien, il devait être consolidé. Alors, on pensait qu'un souvenir consolidé était permanent, persistant, et en fait, on sait aujourd'hui que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se souvient de quelque chose, eh bien, en fait, ce souvenir doit à nouveau être reconsolidé, sinon il disparaît. Il doit donc subir un processus qu'on appelle la reconsolidation et qui va donc permettre de le restabiliser une deuxième fois, une nouvelle fois, et de le remettre dans la mémoire à long terme. Et on sait que le temps où il est réactivé, pendant qu'il est réactivé dans les heures qui suivent, eh bien, il va être labile, il va être sensible aux interférences, sensible aux modifications. Et donc, en fait, ce que le EMDR permet probablement, en tout cas de mon point de vue, et je ne suis pas la seule à le penser, des chercheurs le pensent aussi, c'est que le EMDR va modifier l'émotion attachée au souvenir et que donc ce souvenir va être réencodé dans la mémoire, mais atténué, puisqu'on sait que ça peut être renforcé, on sait que ça peut être atténué ou que ça peut être remis dans la mémoire tel qu'il est sorti. Et donc l'idée, évidemment, avec le EMDR, c'est de modifier pour que la reconsolidation soit bloquée au niveau émotionnel. Donc, le souvenir, on va s'en souvenir, mais sans être perturbé par l'émotion. Si je comprends bien, enfin, pour moi, j'ai le sentiment que cette hypothèse-là, elle n'est pas du tout contradictoire avec l'hypothèse, par exemple, de la double attention, parce que si au moment de la reconsolidation, au moment où le souvenir redevient un peu malléable, on divise l'attention soit en rajoutant d'autres stimuli, tu disais la relation thérapeutique, tu disais la visualisation d'un lieu safe, etc., ou même les mouvements des yeux, finalement, on rajoute des stimuli à un moment où le souvenir est réactivé et il est labile. Et du coup, on change la tonalité émotionnelle globale de cet événement. C'est vrai si je le dis comme ça? Oui, vu comme ça, c'est vrai. Mais ce qu'on dit aussi, c'est parfois que la double attention produit une distraction. Et que donc, ce serait la distraction qui modulerait. Or, ça, les études montrent que ce n'est pas la distraction que ce n'est pas un processus qui va diminuer l'intensité émotionnelle. Donc, vu comme tu le dis, je suis d'accord complètement. Et d'ailleurs, je pense que ce n'est pas non plus incompatible avec la théorie de ce qui se passe dans le sommeil REM. Je pense que toutes ces théories, elles peuvent se compléter.
Mais donc, tu dis que l'effet de la distraction pure et simple, celui-là, il a été évincé comme phénomène explicatif En du tout cas, processus. moi, je l'évince parce que quand je lis les études, ça a plutôt n'est plus trop retenu au niveau de la distraction. Oui, ok. Ouais, c'est intéressant. Alors, l'avantage de l'EMDR par rapport aux autres thérapies, je t'ai dit, c'est surtout par rapport au TCC que ça a été comparé, c'est la rapidité. Donc, dans une étude, on montre qu'il faut 50 heures d'exposition, par exemple, pour arriver à bout d'un traitement, 3 heures pour l'EMDR, il n'y a pas photo. Dans une autre étude, c'est 20 heures d'exposition pour les TCC contre 4 séances seulement pour l'EMDR. Et la tolérance, comme je te l'ai dit, c'est pas toujours bien toléré puisqu'en TCC, on doit parler de son trauma. Parfois, on doit l'enregistrer ou l'écrire et plusieurs fois sur la journée, on doit faire un travail de confrontation, donc pour se désensibiliser. Donc, on s'expose de façon prolongée au trauma, ce qui est évidemment assez dur à vivre. Et donc, on a 30% dans une étude d'Aronson qui montre que les patients arrêtent la thérapie parce que c'est trop douloureux et on a 0% dans la thérapie EMDR. C'est intéressant parce qu'effectivement, moi, je pense à tous ces patients que j'ai en tête quand tu veux leur proposer de travailler plutôt TCC sur certaines difficultés émotionnelles. Parfois, tu leur proposes de faire un journal de bord pour essayer de vraiment comprendre les différentes composantes émotionnelles. Tu leur demandes de se centrer sur leurs sensations physiques, sur leurs pensées, sur les pensées automatiques, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là, etc. Et certains disent, ouais, écrire, prendre le temps d'écrire comme ça quand je suis chez moi pendant la semaine, comment je me sens et tout, replonger vraiment dans cette illumination, c'est extrêmement compliqué parce que ça ravive tout le traumatisme. Et donc, je peux tout à fait entendre qu'ici, un des avantages de l'MDR, c'est que du coup, on cadre un peu plus, on restreint le temps d'exposition à ces sensations difficiles et on travaille déjà sur la diminution de l'intensité, quoi. Plutôt que de séquencer le processus, d'allonger, c'est plus. Ouais, c'est pour ça que je disais un peu catalyseur tout à l'heure, c'est plus rapide et plus de processus en moins de temps, peut-être que dans certaines TCC, quoi. Et puis, les patients ne sont jamais seuls. Alors qu'en TCC, pour leur travail d'exposition, les tâches à la maison, eh bien, ils sont aussi seuls. Donc ça, c'est quand même aussi difficile. Il n'y a pas cette relation structurante qui permet aussi l'émergence du trauma. Elle donne aussi aux patients la sécurité. Moi, je dis toujours aux patients, on y va ensemble. Quand je pars en EMDR, on dit on y va ensemble. Je dis ça aussi en hypnose. Donc, ça montre aussi la présence et à quel point cette présence est importante. Les gens peuvent s'appuyer, s'étayer sur le thérapeute, alors que quand ils sont seuls face à leur enregistrement audio de leur viol, c'est pas, voilà, c'est pas facile, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour trouver un praticien formé en EMDR, bien sûr, il y a Psyformed, mais d'une façon plus générale, je dirais que les patients peuvent aller sur les sites de EMDR de chacun des pays. Donc, chaque pays, il y a un site EMDR. Si on est en Italie, il suffit de taper EMDR Italia, en Espagne, EMDR España sur Google et on va tout de suite trouver ces associations qui sont donc pas des centres de formation. Les associations EMDR des pays sont des associations neutres qui n'ont pas elles-mêmes de formation, mais donc sur lesquelles on trouve les annuaires des thérapeutes et sur lesquels sont renseignées les formations. Donc, pour ceux qui voudraient se former à l'EMDR, eh bien, voilà, il suffit d'aller voir sur ces sites officiels EMDR. En Belgique, il y a Integrativa. Et alors, j'ai la joie d'avoir mis sur pied une formation à l'Université de Bruxelles, donc un certificat interuniversitaire européen, interuniversitaire parce que c'est avec plusieurs universités, donc c'est une première mondiale en fait. On a déjà des diplômes universitaires en France, notamment à Metz, et donc en fait le DU de Metz devient un DIU parce que maintenant ça va être une association ULB et l'Université de Lorraine à Metz, où on crée cette formation qui va donc débuter normalement en octobre. On est en train de finaliser pour les dates. On peut contacter Christelle Amand. Et alors, j'ai mis le nom du site pour le programme. Il n'y a pas encore beaucoup d'informations puisqu'on est en train d'établir les dates.
mais c'est très facile aussi. Il suffit de taper sur Google formation continue ULB EMDR et on tombe aussi tout de suite dessus. Et pour la France, félicitations en tout cas d'avoir. Je dis félicitations en tout cas d'avoir mis ça sur pied parce que je sais l'énergie que ça peut prendre aussi à l'université d'organiser ce genre de programme. Et puis là, en plus de le faire en interuniversitaire, chapeau. Et puis, c'est une belle reconnaissance aussi pour le MDR. Et pour les personnes, ça donne droit à un diplôme universitaire. Évidemment, il y a des critères d'accès. Hein, donc ça, il faut aller voir les critères d'accès sur les sites. Et donc, en France, on a l'Institut français de MDR pour lequel je travaille. Je ne donne pas de cours sur le MDR, mais je donne cours en tout ce qui est trauma à l'Institut MDR. Il y a le DU donc, de MDR de l'Université de Lorraine, donc le pendant de celui de Bruxelles. Et là, je donne cours dans le DU parce qu'en fait, un DU, c'est à la fois la formation en hypnose, mais aussi, je dirais, tout un habillage, c'est-à-dire il y a d'autres cours, et notamment tous les cours sur le trauma. Pour avoir un diplôme universitaire, évidemment, ça veut dire que c'est différent des formations qui sont données dans les centres privés. Donc, c'est exactement la même formation en EMDR, mais en plus de l'EMDR, il y a voilà, tous ces cours sur le trauma. Une articulation théorie-pratique qui est peut-être encore plus globale que j'imagine des formations EMDR. Mais qui sont plus ciblées, qui sont très fort centrées sur le MDR, qui sont quand même des formations très costaudes et très, très sérieuses. Hein. Donc, toutes les formations qui sont données dans ces différents instituts, elles suivent les mêmes règles. C'est-à-dire qu'il y a un institut qui s'appelle EMDR Europe, et les deux, donc que ce soit le DU, le CIU de l'ULB ou Integrativa, ou ici les 4 instituts français, tous sont sur la même longueur d'onde. Hein. On doit répondre à des critères très précis. Donc, les formations, je dirais, elles sont les mêmes partout, sauf dans les DU où il y a la formation MDR plus une formation en psychotrauma. Voilà. J'imagine que aller sur les répertoires dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi la garantie de trouver des thérapeutes qui sont vraiment formés dans ces écoles-là et vers lesquels on peut envoyer nos patients, a priori, en toute confiance, par rapport au niveau de compétences, en tout cas, et des diplômes obtenus. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un diplôme qui est obtenu, hein, qui est praticien EMDR Europe. Hein, donc, c'est très exigeant, c'est-à-dire que les personnes qui ont ce titre-là, elles sont passées par une série d'étapes. Donc, évidemment, ça ne dit jamais rien complètement de la qualité d'un thérapeute ou de la qualité de la relation qu'on aura avec lui. Mais ça, c'est pour n'importe quel diplôme. Mais simplement, ce qui est important, c'est que ça donne une garantie d'un cursus de formation solide. Alors, il y a beaucoup de gens maintenant qui font des thérapies qui ressemblent à l'EMDR, qui utilisent les stimulations bilatérales alternées. Et il y en a qui sont très sérieuses dans ces formations, mais il y en a aussi pour lesquelles je connais des personnes qui n'ont même pas fait la formation MDR et qui maintenant donnent des formations. Alors, les noms ont changé puisque le EMDR, c'est une marque protégée. Donc, comme Coca-Cola, on peut faire du Pepsi, mais on ne peut pas faire du Coca-Cola. Je dirais c'est la même chose pour le MDR. Il y a de nombreuses formations maintenant alternatives. Alors, il y en a qui sont très bien, donc ce n'est pas une critique, mais bon, il y a à boire et à manger. Ici, en tout cas, on est sûr que les personnes ont un cursus. Elles ont déjà une formation de base, puisque, comme j'ai dit, il y a des critères d'accès assez serrés. Tout le monde ne peut pas accéder à ces formations. Donc, il y a déjà un niveau de base. Et puis, il y a la formation en elle-même qui est relativement longue. Enfin, elle est courte puisque c'est 2 modules relativement courts. Il y a un module 1 et module 2. Mais entre-temps, il y a beaucoup de supervision obligatoire avec des vidéos. Après, le deuxième niveau, il y a encore des vidéos. On doit faire aussi tout un dossier avec les 50 séances de patients. Enfin, je veux dire, voilà, c'est sérieux. Ça n'est pas accordé à n'importe qui. Et que pour maintenir notre titre, nous sommes obligés de faire des formations. C'est-à-dire qu'il y a une formation continue obligatoire. Chaque formation que nous faisons en EMDR, donc les séminaires complémentaires, comporte un certain nombre de points et nous avons besoin d'arriver à un certain nombre de points pour maintenir, donc tous les 5 ans, notre titre est revu et nous devons prouver que nous avons reçu nos papiers comme quoi nous avions bien fait des séminaires qui nous permettent d'avoir nos points. Moi, ça fait déjà
2 ans que c'est sur ma wish list, mais j'espère que ce sera bientôt opérationnalisable dans mon agenda parce que le MDR m'intéresse beaucoup. Merci du coup là personnellement pour les explications d'aujourd'hui, mais je pense que ça aura intéressé beaucoup de gens qui nous auront écoutés, qui t'auront écouté. Merci beaucoup, Evelyne. Je ne sais pas si tu veux encore ajouter Merci. quelque chose pour clôturer cette capsule. Cette Non. capsule qui est un cours, hein, on peut se le dire. On peut se le dire. C'est un vrai cours avec du contenu et de la qualité dans ce que tu nous présentes. Donc, merci pour ça, en tout cas. La prochaine, ce sera donc sur l'auto-hypnose centrée sur les phénomènes extérieurs, qui sera donc à destination aussi bien des psys que des soignants et qu'éventuellement des patients, puisque c'est quelque chose que les soignants peuvent très, très facilement faire avec un patient angoissé. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut être utile pour tout le monde. Super. Eh bien, merci 1000 fois, Evelyne. Merci beaucoup. On se retrouve donc bientôt pour cette capsule d'auto-hypnose. Et porte-toi bien, portez-vous bien, toutes et tous derrière l'écran. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Au revoir. Merci Fanny et au revoir à tout le monde et à tout bientôt. Au revoir.